Mesdames, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi, très heureux de vous accueillir dans cette tente plénière Malakoff-Médéric. Un clin d'œil et un remerciement à toutes les équipes techniques ici qui vous permettent peut-être de nous suivre en ligne sur medef.fr. Un événement et un honneur pour nous pour débuter cet après-midi et cette seconde journée de l'Université d'été du MEDEF version 2015, la présence d'une grande dame. Et quand je dis grande dame, le fait qu'elle soit la première dame de Côte d'Ivoire est important certes, mais un message qui nous touche beaucoup, c'est que c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise, puisqu'elle était chef d'entreprise avant de devenir première dame de Côte d'Ivoire. C'est la présidente de Children of Africa. C'est un vrai privilège, un vrai plaisir et un honneur. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement sur scène, Madame Dominique Ouattara. Merci. Madame Dominique Ouattara, Mesdames, Messieurs. Mesdames et Messieurs, je souhaiterais avant tout remercier M. Pierre Gattaz, président du MEDEF, ainsi que les organisateurs de cette 17e université d'été, pour m'avoir convié à ce bel événement, me donnant ainsi l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que vous appelez à juste titre « formidable jeunesse ». Je voudrais également vous saluer, chers participants, qui êtes réunis aujourd'hui autour de ce thème qui nous rassemble et vous féliciter, car je pense que vous voyez juste en consacrant vos travaux de cette année aux jeunes. Je pense aussi que vous voyez loin en prenant le temps de mener une analyse impliquant ceux qui représentent l'avenir sur les différents défis auxquels l'humanité devra faire face dans les décennies à venir. Que les femmes et les hommes d'entreprise que vous êtes placent la jeunesse au cœur de leur réflexion me semble pertinent et particulièrement encourageant. Mesdames et messieurs, oui, la jeunesse est formidable, car elle est notre avenir. Mais elle peut être incontrôlable et désespérée si elle n'est pas l'objet d'un encadrement et d'une attention particulière. Elle peut devenir cette bombe à retardement dont parlent tant les experts et dont le problème des migrants en est devenu le triste symbole. Je crois profondément que si nous voulons relever le défi de la réussite de notre jeunesse, il nous revient, à nous, leurs aînés, d'écouter nos jeunes pour mieux les comprendre, de faire aimer l'école, de les former dès leur plus jeune âge. Il faut aussi leur fournir une hygiène de vie équilibrée, leur assurant d'évoluer dans un cadre familial sain avec de bonnes valeurs morales. Tout ceci devant être supporté par un système éducatif en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi et les aptitudes de chacun. Si nous avons besoin de médecins et d'ingénieurs, alors formons des médecins et des ingénieurs. Mais si nous avons besoin de plombiers et d'électriciens, formons-les à ces métiers pour qu'ils deviennent excellents et recherchés dans leur domaine. Il faut aussi transcender les générations et apprendre aux jeunes à travailler plus souvent avec leurs aînés et aussi aux aînés à donner plus rapidement leur chance aux jeunes. Tout ceci est d'autant plus vrai qu'en Afrique, ce défi reste encore à relever tant la réalité sociale diffère de celle des pays occidentaux. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail en 2013, le continent africain à lui seul totalise la moitié des 75 millions de jeunes qui sont au chômage dans le monde. Et sur 100 chômeurs africains, 60 sont des jeunes. Vous pouvez donc imaginer la somme des difficultés auxquelles la jeunesse africaine doit faire face. Cette réalité qui nous choque et contre laquelle nous devons agir conduit certains à croire que la jeunesse africaine
constituerait un péril pour son continent. Bien heureusement, je ne fais pas partie des afro-pessimistes. Je fais plutôt partie de ceux qui sont convaincus, comme le dit Mohamed Mo Ibrahim, l'un des plus grands chefs d'entreprise africains, que cette jeunesse est la première richesse naturelle du continent et il sera essentiel de la mettre en valeur. Aujourd'hui, l'Afrique compte 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans et ils seront 3 fois plus nombreux à l'horizon 2050. Dans mon pays, les moins de 25 ans représentent près de 60% de la population totale. La vitalité et la créativité de cette jeunesse constituent l'un des atouts majeurs pour un futur plus prometteur de l'Afrique. Notre responsabilité est de donner aux jeunes d'aujourd'hui tous les outils pour construire les personnes qu'ils seront demain. Oui, sa jeunesse est un atout formidable pour l'Afrique. À nous, ici et maintenant, de lui donner toutes ses chances d'épanouissement, de réussite et de succès. Il nous faut donc investir de notre temps et de notre énergie pour les enfants et les jeunes du continent africain. Il nous faut aussi répondre aux besoins de financement pour le développement des jeunes en Afrique et à la forte croissance que connaît cette tranche de la population. La solution à ces défis passera nécessairement par un partenariat de plus en plus fort entre le secteur public et le secteur privé. Mesdames et messieurs, vous le savez peut-être, j'ai moi-même créé, dirigé et développé des entreprises pendant plus de 25 ans. Je suis donc ravie d'avoir l'opportunité de parler aux dirigeants et leaders que vous êtes pour exposer ma vision des enjeux liés à la jeunesse en tant que chef d'entreprise que j'ai été, en tant que présidente d'une ONG internationale liée à l'enfance et à la jeunesse, et surtout en tant que première dame de Côte d'Ivoire socialement engagée. Tout au long de mon parcours, j'ai pu mesurer combien l'univers de l'économie pouvait contribuer à faire progresser des sujets aussi fondamentaux que l'avenir de la jeunesse. En tant que chef d'entreprise, j'ai très tôt été confrontée à la problématique de l'emploi des jeunes. C'est dans ce contexte, en effet, que j'ai pu constater les défis auxquels nos jeunes devaient faire face et aussi me rendre compte de l'énorme travail qu'il y avait à entreprendre afin de permettre à notre jeunesse d'avoir une chance de réussir dans une société de plus en plus compétitive. J'ai donc intégré dans ma gestion d'entreprise la responsabilité sociale du soutien à l'épanouissement de mes jeunes collaborateurs. En effet, dans le cadre des sociétés que je dirigeais, j'ai axé mes efforts sur la formation de mon personnel pour une promotion en interne, ainsi que sur la mise en place d'un soutien social complémentaire. Les efforts sur la formation du personnel avaient principalement pour vocation de parfaire l'enseignement trop souvent théorique qui leur avait été dispensé en les envoyant régulièrement en stage afin de mieux les intégrer au sein de l'entreprise et leur permettre d'accéder à des postes de responsabilité. Quant aux efforts sur le soutien social, ceux-ci avaient pour vocation de soutenir mes collaborateurs dans des domaines tels que la santé, afin de leur fournir une couverture sociale adaptée qui n'était pas toujours usuelle en Afrique et aux États-Unis dans les années 90. Ces actions ont eu pour conséquence de fidéliser mes jeunes collaborateurs à leur entreprise et aussi de réduire le taux d'absentéisme. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre les problèmes du secteur privé, Monsieur le Président, et surtout les défis auxquels nos jeunes sont confrontés tous les jours dans leur vie professionnelle. Après l'élection de mon époux, le président Alassane Ouattara, à la présidence de la Côte d'Ivoire, j'ai renoncé en 2010 à l'ensemble de mes activités de chef d'entreprise pour me mettre entièrement au service de mes concitoyens, notamment à travers la Fondation Children of Africa. Mesdames et messieurs, j'ai créé la Fondation Children of Africa en 1998, pendant la période où je dirigeais mes sociétés, car il était important pour moi d'aider les autres. Vivant alors à cheval sur 3 continents, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique,
j'ai très vite compris que la jeunesse africaine avait besoin d'être encouragée et soutenue. Dans l'intitulé de la Fondation, les mots-clés retentissent comme une caution de mon engagement, Children et Africa. Les enfants d'Afrique ont donc été très tôt à l'origine de mon action humanitaire. Soutenue par des contributeurs nationaux et des partenaires internationaux, la Fondation Children of Africa intervient majoritairement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans 10 autres pays d'Afrique, à savoir le Bénin, Monsieur le Premier ministre, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, la République centrafricaine, le Sénégal et le Togo. Les grands axes d'intervention de la Fondation, à savoir la santé, l'éducation et le social, ont été définis sur la base des problèmes spécifiques observés en Afrique. Dans le domaine de la santé, nous avons vacciné plus de 70 000 enfants et soigné près de 25 000 autres. Nous menons également chaque année des caravanes ophtalmologiques pour des milliers d'enfants démunis. Par ailleurs, nous avons lancé en 2013 la construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, qui sera le premier centre de soins hospitalier entièrement dédié à la mère et à l'enfant en Côte d'Ivoire. Cet hôpital permettra de contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile dans la région. Il sera livré à la fin de cette année. Dans le secteur de l'éducation, nous avons donné accès à la lecture à plus de 100 000 enfants par le biais de nos 8 bibliobus qui parcourent le pays. Nous avons aussi équipé 40 000 enfants en kit scolaire pour les aider à suivre leur scolarité. La Fondation a également offert plusieurs salles multimédia équipées et des bibliothèques à travers le pays. Enfin, nous avons construit un collège à Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et avons rénové et équipé plusieurs écoles dans le pays. Dans le secteur social, la Fondation lutte contre la pauvreté en soutenant des milliers de jeunes femmes et de mères qui ont pu bénéficier de dons en nature servant à améliorer leur quotidien. Par ailleurs, la Fondation construit et subventionne des centres d'accueil qui sont conçus pour recevoir et prendre soin des enfants de la rue, des orphelins ou des enfants en rupture avec la société. Nous subventionnons une quinzaine de centres à travers l'Afrique et gérons directement un centre pilote à Abidjan appelé la Case des enfants qui sera très prochainement dupliqué dans plusieurs villes à l'échelle nationale. Voilà, mesdames et messieurs, un résumé des actions de la Fondation qui, depuis 17 ans, apporte beaucoup de réconfort et de bonheur aux populations défavorisées. C'est ici l'occasion de saluer nos bénévoles qui font un travail extraordinaire. Bien sûr, parfois, nous avons l'impression que notre contribution ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan, tant les besoins sont immenses. Mais souvent, le sourire d'un enfant que nous avons rendu heureux nous redonne le courage d'avancer et d'en faire encore plus. Je ne suis pas trop longue, non, ça va? Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant vous parler de mes autres engagements prioritaires en tant que Première Dame de Côte d'Ivoire. Tout d'abord, la lutte contre le travail des enfants. Premier producteur de cacao au monde, la Côte d'Ivoire est confrontée depuis des décennies au phénomène du travail des enfants, notamment dans les plantations. Dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, connaissant mon attachement aux enfants, m'a demandé de me charger de cet important dossier. Je me suis donc personnellement engagée pour ce combat, notamment à travers le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, dont j'assume la présidence. Dans ce cadre, nous avons lancé un plan d'action national qui nous a permis de travailler en synergie avec des ONG nationales et internationales. Nous avons, entre autres, renforcé le dispositif légal et réglementaire pour combattre ce fléau
et signé des accords avec les premières dames des pays voisins pour lutter contre la traite transfrontalière. Nous avons également mené une vaste campagne médiatique pour sensibiliser les populations et rencontrer les industriels du chocolat pour leur demander d'accompagner le gouvernement par la construction d'infrastructures de formation et d'écoles. Je tiens à souligner que nos efforts dans cette lutte portent leurs fruits, car les mentalités et les habitudes changent et nous sommes sur la bonne voie pour éradiquer le travail des enfants. D'ailleurs, les menaces d'embargo de la communauté internationale qui pesaient sur le cacao ivoirien ont pu être levées. Mesdames et messieurs, dans ma lutte pour le bien-être des enfants, je me suis rendu compte très tôt de l'importance des mamans dans leur éducation et c'est pourquoi un autre de mes engagements majeurs est la lutte contre la pauvreté des femmes par la mise en place d'un fonds de microcrédit qui leur est réservé. En effet, très souvent, les femmes n'ont besoin que d'un petit crédit pour faire du commerce ou de l'agriculture, mais elles ne sont pas éligibles auprès des banques. C'est donc dans le but de permettre aux femmes de démarrer une activité génératrice de revenus que j'ai suscité la création du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, appelé FAFSI. Le FAFSI est un fonds de microcrédit, de microfinance à taux réduit, réservé aux femmes et doté d'un capital de 12 millions d'euros, mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Il permet à ses bénéficiaires de réaliser leurs projets et de devenir autonomes. À ce jour, 95 000 femmes, dont la plupart sont des jeunes, ont pu en bénéficier et être formées à la gestion de leurs activités. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant vous parler des principales initiatives du gouvernement de Côte d'Ivoire en faveur de sa jeunesse. L'une des principales raisons de l'échec de la jeunesse africaine à relever les défis qui s'imposent à elle est le déficit de scolarisation et de formation qui caractérise nos pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, selon les dernières données nationales de 2014 et la CIA World Factbook, le taux d'alphabétisation était de 56,9% contre 99% en France. Le président de la République, préoccupé par cette situation, a donc décidé que dès la prochaine rentrée scolaire, l'école serait obligatoire en Côte d'Ivoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Cette importante mesure, et vous avez raison de l'applaudir, dont le coût est estimé à plus d'1 milliard d'euros, aura pour effet d'obliger les parents à envoyer tous leurs enfants à l'école, y compris les petites filles, et d'influencer positivement les générations futures. Comme vous le savez sans doute, la scolarisation des petites filles est un épineux problème en Afrique et cette mesure servira à résoudre ce problème un tant soit peu. Avant de prendre cette décision, de 2011 à 2015, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires ont construit et réhabilité plus de 17 000 salles de classe primaires et 155 collèges pour rattraper le déficit d'infrastructures scolaires. Sur cette période, plus de 35 000 enseignants et personnels d'encadrement ont été recrutés à tous les niveaux scolaires pour intégrer le système éducatif national. Par ailleurs, depuis septembre 2012, les 5 universités publiques de Côte d'Ivoire ont été entièrement réhabilitées. D'autre part, la présidence de la République octroie chaque année des bourses d'études aux meilleurs élèves du pays pour leur permettre d'intégrer les universités et les grandes écoles à l'étranger. Je voudrais à cet effet saluer le secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly, qui est avec nous aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir bien fort.
Merci. Plus récemment, un ministère exclusivement dédié à la promotion de la jeunesse et à l'emploi des jeunes a été créé avec à sa tête le ministre délégué auprès du président de la République, M. Sidi Touré, qui est également à nos côtés cet après-midi. Merci de l'applaudir aussi très fort. Merci. Entre autres, ce ministère a initié la mise en place d'une agence emploi jeunes qui a pour mission de financer les jeunes entrepreneurs, d'organiser la mise en stage de jeunes diplômés et de donner des formations à de jeunes chômeurs. L'une de ses actions phares, Agir pour les jeunes, qui permet d'octroyer des microcrédits aux jeunes porteurs de projets, connaît un réel succès. N'est-ce pas, Monsieur le ministre? À cet effet, le gouvernement ivoirien a mobilisé un budget de plus de 73 millions d'euros. Ce financement a été associé à la mise en place de nouvelles mesures fiscales en faveur des jeunes entrepreneurs et demandeurs d'emploi. 2 minutes, pardon. Je vous rends ça, c'est bon? Merci. Mesdames et messieurs, je souhaiterais à présent vous parler des perspectives prometteuses de mon pays. Avec une jeunesse dynamique, performante et habituée aux nouvelles technologies, la Côte d'Ivoire est un pôle de développement considérable et constitue pour vous, chef d'entreprise français, parce que c'est à vous que je m'adresse, un inégalable marché de consommation ainsi qu'une porte d'entrée pour l'ensemble du marché ouest-africain qui représente plus de 335 millions de personnes. Notre pays offre également des infrastructures de qualité nécessaires à une implantation en Afrique afin d'y étendre vos capacités de production et la distribution de produits made in France. À titre d'information, le Centre ivoirien de promotion des investissements de Côte d'Ivoire est une plateforme d'assistance permettant de créer une entreprise en un seul lieu et en moins de 24 heures. Il a également pour mission d'assister toute entreprise désireuse de s'installer dans le pays. De plus, le secteur privé bénéficie d'un code des investissements attractif et d'un climat des affaires favorable. Enfin, notre pays dispose d'écoles internationales, de bons établissements sanitaires, d'une compagnie aérienne régionale et de technologies de la communication parmi les meilleurs, facteurs qui contribueront à votre implantation. Comme vous pouvez le constater, la Côte d'Ivoire est un marché en forte croissance économique, constituant un grand potentiel pour vos entreprises. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte pour vous inviter à venir dans notre beau pays et à conjuguer nos efforts afin de donner les meilleures chances à cette formidable jeunesse. Je ne doute pas un seul instant qu'elle sera capable d'oser, d'innover et de surpasser nos attentes. Je vous remercie. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, madame, c'était un honneur. Dominique Ouattara, mesdames, messieurs. Voilà, et alors que le président du MEDEF, Pierre Gattaz, est en train de raccompagner Madame Dominique Ouattara, laissez-moi vous parler des rendez-vous de cet après-midi. Alors, ici même, sous cette tente plénière Malakoff-Médéric, j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici quelques minutes à 15h15 avec les promesses de la science. Tenues, pas tenues, on le saura tout à l'heure. En tout cas, je vous invite à un voyage dans le futur. 15h15, 17h15, ici même avec des experts,
Vous allez voir, on va balayer tous les sujets relatifs à la science et aux promesses qu'elle nous fait. Si vous préférez aller à la rencontre de Nicolas Rossignol et ses experts, ça se passe à l'amphi Harmonie Mutuelle et on parlera du futur, lequel a de l'avenir. Voilà la thématique de cette table ronde que va animer Nicolas. Mon ami Michel Grossieur vous donne rendez-vous dans le hall d'honneur, juste derrière. La jeunesse n'est pas qu'un âge. Le grand Michel va nous en parler avec ses invités. Et puis troisième table ronde, toujours de 15h15 à 17h15. Elle se déroule dans l'amphithéâtre Tocqueville, animé par Thierry Debaille. La parole aux jeunes. Voilà, à vous de choisir. Un MEDEF plus que jamais ouvert sur l'international. Et on le voit depuis le début de cette université d'été 2015, plus que jamais ouvert sur l'Afrique. Bon après-midi, à tout de suite, ici avec mes invités ou dans les autres amphithéâtres. Merci.